Dans la pénombre de la cathédrale de Rochester, vos doigts parcourent la surface sculptée d'une stalle en bois. Le chêne sous votre main est lisse, usé par des siècles d'utilisation, et pourtant étonnamment solide. Cette pièce a été fabriquée il y a plus de 800 ans, dans les années 1220, lorsque le roi d'Angleterre Henri III n'était encore qu'un enfant et que le style gothique primitif anglais révolutionnait l'architecture des cathédrales. Le bois exhale une légère odeur d'ancien et de cire d'abeille, mais il n'y a aucune mollesse, aucune pourriture, aucun effritement. Autour de vous, des dizaines de pièces similaires témoignent d'une longévité presque miraculeuse. Ces bois ont été façonnés des décennies avant l'apparition des premières miséricordes complètes à Exeter, des générations avant que Dante n'écrive sa Divine Comédie. Pourtant, les voici, fonctionnels et magnifiques, tandis que des meubles fabriqués dans les années 1980 se désintègrent dans nos décharges. Comment est-ce possible? Quels secrets les fabricants de meubles médiévaux possédaient-ils que nous avons oubliés? Au cours de cette exploration, vous découvrirez la science cachée derrière l'extraordinaire survie du mobilier médiéval. Nous révélerons comment les forêts anciennes fournissaient un bois de construction fondamentalement différent de tout ce qui est disponible aujourd'hui, avec des cernes de croissance si serrées qu'un seul pouce contenait près de 10 fois plus de cernes que le bois moderne. Vous découvrirez des techniques d'assemblage révolutionnaires qui se renforçaient avec le temps, exploitant le comportement naturel du bois de manière quasi magique. Nous lèverons le voile sur le système de défense chimique du chêne, un agent de conservation intégré plus efficace que de nombreux traitements modernes. Vous rencontrerez les artisans des guildes qui passaient 7 ans à maîtriser leur art, construisant non pas pour des décennies, mais pour des siècles. Nous explorerons pourquoi les églises et les cathédrales sont devenues de parfaites capsules temporelles, leurs murs de pierre massifs créant des climats idéaux pour la conservation. Et tout au long, nous examinerons comment de multiples facteurs ont œuvré de concert dans un système sophistiqué que les artisans médiévaux ne comprenaient peut-être pas pleinement sur le plan scientifique, mais qu'ils exploitaient avec une précision remarquable. La réponse n'est pas simple. Ce qui a permis au mobilier médiéval de survivre 800 ans est une fascinante intersection de sciences des matériaux, d'artisanat, de chimie, de conditions environnementales et de valeurs culturelles. Commençons notre voyage dans l'atelier médiéval. Pour comprendre pourquoi le mobilier médiéval dure, nous devons d'abord remonter le temps jusqu'aux forêts de l'Europe médiévale. Imaginez des paysages totalement différents de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne s'agissait pas de plantations de bois gérées avec des rangées d'arbres identiques récoltés après 20 ans. C'étaient des forêts anciennes, où les chênes se dressaient pendant des siècles avant qu'une seule branche ne soit coupée, où la compétition entre les arbres créait une croissance lente et dense, où l'industrie humaine n'avait pas encore empoisonné l'air ni épuisé le sol. Le bois que les artisans médiévaux sélectionnaient provenait de ce que nous appelons aujourd'hui des forêts primaires, et la différence entre le bois de forêt primaire et le bois moderne explique une grande partie du mystère que nous étudions. Un chêne de forêt primaire pouvait atteindre 120 ans, 200 ans, voire 400 ans avant d'être abattu. Durant ces siècles, l'arbre ajoutait des cernes de croissance progressivement, lentement, produisant un bois d'une stabilité et d'une protection chimique exceptionnelles. Le bois moderne, en revanche, provient d'arbres récoltés après 10 à 20 ans de croissance rapide dans des plantations fertilisées. Le résultat? Le bois médiéval avait près de 10 fois plus de cernes de croissance par pouce que le bois utilisé dans le mobilier moderne. Comptez les cernes sur un morceau de bois médiéval de récupération et vous vous retrouverez à regarder une coupe transversale, où un tronc de 3 pieds de diamètre représente 2 siècles de croissance patiente, chaque cerne à peine visible, si serré qu'il semble presque se fondre en une masse continue. Pourquoi est-ce important pour la longévité? La réponse réside dans la structure et la chimie fondamentale du bois lui-même. C'est ici que le chêne révèle un paradoxe fascinant. Pour les bois durs à port diffus comme le chêne, une croissance plus lente produit en réalité une densité plus faible, et non plus élevé. Le chêne médiéval était apprécié précisément parce que ces spécimens de plus faible densité et à croissance lente présentaient moins de retrait et de gonflement avec les changements d'humidité. Ils étaient dimensionnellement stables, résistants au gauchissement, au tuilage et au fendillement, qui affectaient le bois plus dense et à croissance plus rapide. Mais le véritable avantage de la croissance lente se situait au-delà de la structure physique. Les arbres à croissance lente déposent davantage d'extractibles protecteurs dans leur bois de cœur chaque année. Ces composés chimiques, que nous explorerons plus tard, servent de conservateurs naturels.
Un arbre qui a mis 200 ans pour atteindre 3 pieds de diamètre a une chimie interne fondamentalement différente de celui qui a atteint la même taille en 15 ans. L'arbre médiéval a eu 200 ans pour construire ses défenses chimiques, couche après couche, cerne après cerne. L'arbre moderne a eu à peine une décennie et demie. Les artisans médiévaux, à travers des siècles d'observation, ont appris à sélectionner la stabilité et la teneur en extractibles, et non le simple poids ou la dureté. Les propriétés du bois de forêt primaire allaient au-delà de la simple densité. Ce bois s'est avéré remarquablement résistant au gauchissement, au fendillement et au tuilage, même des siècles après sa coupe. La stabilité dimensionnelle que présentait le bois de forêt primaire le rendait idéal pour la construction de meubles. Les artisans modernes travaillant avec des bois historiques de récupération rapportent que le bois se comporte différemment sous leurs outils, tient mieux les arêtes et résiste plus efficacement aux changements d'humidité. Les conditions environnementales vierges des forêts médiévales y contribuaient également. Les arbres poussaient dans un air exempt de polluants industriels, puisaient leurs nutriments dans un sol non pollué par des produits chimiques et entraient en compétition naturelle avec les arbres voisins d'une manière qui encourageait une croissance lente et forte. Les forêts de l'Europe médiévale produisaient, en un sens très réel, un bois de qualité supérieure, simplement parce qu'elles n'étaient pas touchées par les forces qui allaient en plus tard transformer le paysage. Parmi toutes les essences disponibles, le chêne dominait la fabrication de meubles médiévaux, en particulier en Angleterre, en France, en Flandre et aux Pays-Bas. Le chêne anglais, connu scientifiquement sous le nom de Quercus robur, est devenu le bois de choix pour d'excellentes raisons. Il possédait une durabilité exceptionnelle associée à un grain uniforme. Les cernes de croissance étaient si petits et serrés, ne montrant aucune des irrégularités qui affectent les bois de moindre qualité. Une fois correctement séché, la densité du chêne se stabilisait autour de 720 kg par mètre cube, mais ce n'était pas la densité elle-même qui rendait le chêne supérieur. C'était plutôt la croissance lente qui produisait des cernes serrées, créant également une stabilité dimensionnelle remarquable et concentrant des composés protecteurs dans tout le bois de cœur. Les artisans médiévaux comprenaient quelque chose de crucial, même s'ils n'avaient pas le vocabulaire scientifique pour le décrire. Ils sélectionnaient exclusivement le bois de cœur et évitaient entièrement l'aubier. La distinction entre ces deux zones au sein d'un tronc d'arbre s'est avérée vitale pour la longévité des meubles. Le bois de cœur, le matériau plus sombre au centre de l'arbre, est dense et rempli de composés chimiques protecteurs appelés extractibles. C'est un tissu mort qui ne conduit plus les nutriments, transformé par l'arbre en un noyau structurel fortifié avec des conservateurs naturels. L'aubier, les couches externes plus claires, est un tissu vivant qui transporte l'eau et les nutriments le long du tronc. Il contient un minimum d'extractibles et n'offre presque aucune résistance naturelle à la pourriture. Les fabricants de meubles médiévaux retiraient complètement l'aubier, n'utilisant que le bois de cœur dense et protégé. La concentration de composés protecteurs variait même au sein du bois de cœur lui-même. La recherche a montré que la résistance à la pourriture atteint son apogée près de la limite entre l'aubier et le bois de cœur, puis diminue progressivement vers le centre de l'arbre. Le bois le plus durable provient de la base du tronc, où les concentrations d'extractibles sont les plus élevées. Les artisans médiévaux comprenaient d'une manière ou d'une autre ces gradations, sélectionnant le bois avec un soin qui frisait l'obsession. Chaque planche était évaluée, chaque section de bois de cœur était jugée pour sa qualité. Les variations régionales dans la préférence pour le bois nous en apprennent davantage sur le commerce du bois et l'artisanat médiévaux. Alors que le chêne dominait en Angleterre et en France, l'Europe centrale et l'Allemagne prisèrent le tilleul, connu sous le nom de Tilia platyphylos, pour la sculpture et la gravure fine. À la fin du XIVe siècle, le tilleul était plus cher que le chêne dans certaines régions, tant sa récolte et sa distribution étaient soigneusement réglementées. Les régions méditerranéennes se tournaient vers le peuplier, utilisant les ressources locales. Au XVe siècle, un vaste commerce international du bois s'était développé. La région de la Baltique, en particulier la côte sud de la Baltique, exportait des quantités massives de chêne de haute qualité vers l'Europe occidentale. Les premiers cogs hanséatiques pouvaient transporter de 90 à 100 tonnes, mais au XVe siècle, des navires d'une capacité de 300 tonnes et plus tard des caravelles dépassant les 1000 tonnes transportaient ce bois à travers la mer du Nord et le long des côtes européennes. La dendrochronologie, la science de la datation des cernes d'arbres, a confirmé que le chêne de la Baltique apparaît dans les meubles et les bâtiments de toute l'Angleterre,
de la France et des Pays-Bas à la fin de la période médiévale. Ce commerce révèle à la fois la valeur accordée au bois de qualité et la volonté de transporter des matériaux lourds sur de longues distances pour l'obtenir. Mais sélectionner le bois parfait, même issu de forêts primaires, même en ne choisissant que le bois de cœur dense des meilleures essences, n'était que le début de l'art du fabricant de meubles médiéval. Le bois devait être préparé, et la préparation exigeait autant de compétences et de patience que la construction elle-même. Le bois vert, fraîchement coupé, contient d'énormes quantités d'humidité. Les cellules sont remplies d'eau, le bois est lourd et il se comporte de manière imprévisible. En séchant, il se rétracte, se déforme et se fend. Utilisez du bois vert dans la construction de meubles sans un séchage approprié, et en quelques mois, la pièce se tordra, se fissurera et se brisera. Les artisans médiévaux étaient confrontés à un problème critique. Comment transformer un bois humide et instable en un matériau sec et prévisible, adapté à une menuiserie fine? La réponse, documentée dans des sources allant de la Rome antique à la période médiévale, exigeait une patience mesurée en années, pas en semaines. L'architecte romain Vitruve a décrit une technique que les artisans médiévaux ont héritée et pratiquée tout au long du Moyen Âge. Avant d'abattre un arbre, incisez-le jusqu'au cœur alors qu'il est encore sur pied. Laissez-le debout, blessé mais droit, permettant à la sève de s'écouler lentement, goutte à goutte, sur une longue période. Ce n'est qu'après ce drainage progressif que l'arbre doit être abattu. Léon Battista Alberti a documenté la même pratique dans son traité d'architecture du XVe siècle, De Re Aedificatoria, confirmant que les constructeurs médiévaux perpétuaient cette sagesse ancienne. Une fois abattu, le bois nécessitait un séchage supplémentaire avant utilisation. Le séchage à l'air était la méthode la plus courante. Empiler le bois avec des entretoises entre les planches, permettant à l'air de circuler librement autour de chaque pièce. Puis, attendez. Pour les petites planches, 1 an ou 2 pouvaient suffire. Pour les grandes poutres, celles utilisées dans les pièces de mobilier majeur, un séchage à l'air correct pouvait prendre 5, 7, voire 10 ans. Le taux d'humidité devait baisser lentement et uniformément dans toute l'épaisseur du bois, sinon les couches extérieures sécheraient de plus vite que le cœur, créant des contraintes internes qui provoqueraient plus tard des fentes. D'autres méthodes de séchage existaient pour ceux qui avaient les ressources ou des besoins spécifiques. Le séchage au four utilisait une chaleur et un flux d'air contrôlé pour accélérer le processus, bien que même les fours nécessitaient des mois pour les grandes poutres. Le séchage à la fumée exposait le bois à la fumée des feux, le séchant simultanément et lui ajoutant une couleur et un arôme distinctifs. Chaque méthode avait ses avantages et ses limites, mais toutes partageaient une exigence commune que les fabricants modernes trouvent presque incompréhensible. Elles prenaient du temps, des années de temps. Un atelier médiéval pouvait avoir du bois empilé et en cours de séchage pendant une décennie avant qu'il ne soit prêt pour les outils de l'artisan. Il est intéressant de noter que les grandes poutres de charpente pour les bâtiments étaient souvent utilisées vertes, non entièrement séchées. Cela semble contradictoire jusqu'à ce que l'on comprenne le raisonnement. Les poutres massives sont extrêmement difficiles à sécher correctement sur toute leur épaisseur. Elles sont également beaucoup plus faciles à travailler avec des outils à main, lorsque le bois est encore relativement tendre. Les constructeurs médiévaux exploitaient ces faits, utilisant du bois vert pour la construction, mais en le tournant à leur avantage grâce à une technique que nous explorerons sous peu. La méthode de sciage du bois influençait également la stabilité du produit final. Le débit sur quartier, où la grume est coupée perpendiculairement aux cernes de croissance plutôt que droit à travers le centre, produit des planches d'une stabilité dimensionnelle supérieure. L'orientation du grain par rapport à la face de la planche affecte considérablement la façon dont le bois réagit au changement d'humidité. Le bois se rétracte et se gonfle différemment selon différents plans. Tangentiellement aux cernes de croissance, le bois peut se rétracter de 10 à 15%. Perpendiculairement aux cernes, le long de ce qu'on appelle le plan radial, il ne se rétracte que de 5 à 7%. Le débit sur quartier positionne les cernes de croissance à peu près perpendiculairement à la face de la planche, minimisant le gauchissement et le tuilage. L'examen des meubles médiévaux qui ont survécu révèle des preuves de motifs de sciage soignés. Les artisans choisissaient des méthodes qui réduisaient le mouvement du bois, même si le débit sur quartier était plus laborieux et gaspillait plus de matière que le simple débit sur dos. Une fois de plus, la qualité l'emportait sur l'efficacité.
Les fabricants de meubles médiévaux sélectionnaient les méthodes qui produiraient des pièces conservant leur stabilité dimensionnelle à travers les siècles, acceptant le coût accru en main-d'œuvre et en matériaux. La patience évidente dans ces pratiques de séchage révèle une mentalité culturelle sur laquelle nous reviendrons plus tard. Les artisans médiévaux pensaient en termes de générations, pas de trimestres ou d'années fiscales. Le bois acheté aujourd'hui pouvait être transformé en meuble une décennie plus tard. La personne qui sélectionnait la grume n'était peut-être pas celle qui la travaillait finalement. Cette pensée à long terme imprégnait chaque aspect de l'artisanat médiéval et contribuait directement à la longévité des objets produits. Mais même le bois parfaitement sélectionné et correctement séché n'aurait pas pu survivre 8 siècles sans des techniques de construction révolutionnaires, ce qui nous amène à l'aspect peut-être le plus ingénieux de la fabrication de meubles médiévaux. Au cours du XIIIe siècle, la menuiserie d'assemblage est apparue comme un artisanat reconnu, distinct de la charpenterie de base. Les premiers menuisiers créaient ce qu'on appelait des coffres à façade à serre-joints, utilisant de longs assemblages à tenons et mortaises pour relier de larges planches verticales à de larges panneaux horizontaux à angle droit. Ces assemblages étaient supérieurs à la simple construction clouée, mais les grandes planches restaient toujours sujettes au mouvement avec les changements d'humidité. La véritable percée est survenue vers l'an 1400 avec le développement de la construction en bâtis et panneaux. Cette innovation, réintroduite en Bourgogne et se propageant rapidement à travers l'Europe, a tout changé. Au lieu d'utiliser de larges planches qui finiraient inévitablement par se déformer ou se fendre, les artisans créaient des cadres de membres relativement étroits, puis inséraient de minces panneaux dans des rainures découpées dans ces cadres. Les panneaux n'étaient ni collés ni fixés de manière rigide. Ils flottaient dans les rainures, libres de se dilater et de se contracter avec les changements d'humidité saisonniers. Des sources contemporaines décrivent comment cette construction permettait un mouvement considérable dans les deux sens, avant qu'une quelconque déformation ne se produise. Le cadre fournissait la structure et la solidité, tandis que les panneaux pouvaient se bouger indépendamment, se rétractant dans la sécheresse de l'hiver, se dilatant dans l'humidité de l'été, jamais sollicités au-delà de leur capacité. Ce concept apparemment simple a permis de créer des structures de meubles plus grandes et plus complexes. N'étant plus limités par la largeur stable maximale d'une seule planche, les menuisiers pouvaient créer des coffres massifs, des armoires élaborées, de hauts cabinets. Au XVe siècle, des techniques de menuiserie et d'ébénisterie entièrement développées étaient d'usage courant dans toute l'Europe. La sophistication de ces méthodes rivalisait avec tout ce qui a été produit jusqu'à la révolution industrielle du XIXe siècle. Les types d'assemblage spécifiques que les artisans médiévaux employaient servaient chacun des objectifs structurels particuliers. L'assemblage à tenons et mortaises, le plus courant et le plus polyvalent, créait des connexions solides et durables en découpant une languette saillante sur une pièce de bois qui s'ajustait précisément dans un trou rectangulaire découpé dans une autre. Les assemblages à queue d'aronde, avec leurs saillies en forme de coins qui s'emboîtent, offraient une résistance exceptionnelle à la traction et étaient privilégiés pour les connexions d'angles dans les coffres et les tiroirs. Les assemblages à mi-bois, où deux pièces se chevauchaient simplement, offrirent des solutions plus simples pour des connexions moins sollicitées. Partout, des chevilles et des goujons en bois sécurisaient mécaniquement les assemblages. Voici l'avantage crucial qui sépare le mobilier médiéval de la plupart des pièces modernes. Ces assemblages reposaient entièrement sur une connexion bois contre bois. Pas de clous pour rouiller et s'affaiblir. Pas de fixation métallique pour se corroder. Pas d'adhésif pour céder après des décennies de cycles d'humidité. Les connexions mécaniques, correctement coupées et ajustées, duraient aussi longtemps que le bois lui-même. Mais les menuisiers médiévaux possédaient une technique encore plus remarquable, une qui semble presque magique, jusqu'à ce que l'on comprenne la science qui la sous-tend. Le principe semble contre-intuitif. Créer un tenon sec et l'insérer dans une mortaise verte. Explorons exactement comment cela fonctionnait. L'artisan surséchait délibérément la pièce avec la saillie du tenon, parfois en utilisant un four, parfois en l'enterrant dans du sable chaud. La pièce de la mortaise, quant à elle, était maintenue verte, conservant un taux d'humidité plus élevé. Travaillant rapidement avant que le tenon ne puisse absorber l'humidité atmosphérique, le menuisier assemblait les pièces, en orientant le grain dans des directions opposées entre le tenon et la mortaise. Puis venait la partie ingénieuse. Au cours des semaines et des mois suivants, le tenon absorbait l'humidité de l'air et se dilatait. Simultanément, la pièce de la mortaise séchait et se rétractait.
Le résultat était un assemblage autoserrant qui devenait en fait plus solide avec l'âge. La science qui sous-tend cette technique implique la nature anisotrope du bois, un terme savant signifiant que le matériau a des propriétés différentes dans différentes directions. Le bois se rétracte et se gonfle principalement en travers du grain, pas dans le sens de la longueur, et la quantité varie avec l'orientation du grain, comme nous l'avons vu avec le débit sur quartier. Lorsqu'une pièce cylindrique de bois vert sèche, elle ne devient pas simplement un cylindre plus petit. Elle se déforme en une section ovale, parce qu'elle se rétracte plus dans une direction que dans l'autre. Les artisans médiévaux exploitaient délibérément ces mouvements différentiels. En orientant le grain du tenon à l'opposé du grain de la mortaise, ils s'assuraient qu'à mesure que les deux pièces changèrent de dimension avec les fluctuations d'humidité, les changements œuvraient à resserrer l'assemblage plutôt qu'à le desserrer. Le tenon se dilatait précisément là où la mortaise était la plus serrée. La mortaise se rétractait sur les saillies du tenon. Aucune force externe ne pouvait égaler cet avantage mécanique. Le meuble se renforçait littéralement avec l'âge. L'analyse moderne des meubles médiévaux qui ont survécu confirme cette approche ingénieuse. Des assemblages qui auraient dû se desserrer au cours des siècles d'utilisation sont au contraire plus serrés qu'au moment de leur assemblage initial. Le bois lui-même s'est légèrement comprimé sous les forces considérables générées par le retrait différentiel, créant ce qui équivaut à une connexion par ajustement serré permanent. Aucun adhésif moderne ne peut reproduire ce comportement auto-serrant. Mais qui possédait les connaissances et les compétences pour exécuter ces techniques sophistiquées? La réponse se trouve dans l'une des institutions sociales les plus importantes de l'Europe médiévale. Le système des guildes réglementait la production artisanale dans toutes les villes médiévales. Pour les fabricants de meubles, la progression d'apprenti à maître artisan était longue et exigeante. Les apprentissages duraient généralement de 2 à 7 ans, ceux de charpenterie exigeant souvent les 7 années complètes. Pendant cette période, les apprentis vivaient dans la maison du maître en tant que membres de la famille. Ils apprenaient par le travail pratique sous une supervision constante, en commençant par des tâches de base et en progressant graduellement vers des opérations plus complexes. Après avoir terminé son apprentissage, un artisan devenait un compagnon, travaillant pour un salaire journalier, voyageant pour acquérir de l'expérience auprès de différents maîtres. Pour atteindre le rang de maître artisan et établir un atelier indépendant, le compagnon devait produire un chef-d'œuvre, une pièce de démonstration qui mettait en valeur sa compétence et sa compréhension. Les maîtres de la guilde examinaient ce travail de manière critique. S'ils rejetaient le chef-d'œuvre, l'aspirant artisan se voyait interdire de rejoindre la guilde. Même avec un chef-d'œuvre accepté, l'adhésion nécessitait le paiement de frais substantiels. Pourquoi les guildes étaient-elles importantes pour la longévité des meubles? Parce qu'elles imposaient des normes de qualité strictes à chaque étape de la production. Des inspections régulières examinaient le travail des membres. Des comités d'inspection marquèrent les produits sans défaut, avec des marques de guildes spéciales, tandis que les artisans individuels apposaient de leurs marques personnelles comme identifiants secondaires. Ces marques servaient de garantie de qualité et de source de responsabilité. Les normes couvraient le choix du bois, la vérification du séchage, les techniques d'assemblage et les méthodes de finition. Les membres reconnus coupables d'utiliser des matériaux de qualité inférieure ou un travail de mauvaise qualité s'exposaient à des amendes ou à l'expulsion de la guilde. L'exigence du chef-d'œuvre servait à plus qu'un simple examen d'entrée. Elle établissait une culture où l'artisanat était littéralement jugé par des pairs qui avaient passé des décennies à perfectionner leur art. Un chef-d'œuvre rejeté représentait un échec public, une démonstration que le candidat manquait de la compétence, du jugement ou du dévouement requis. Cette pression sociale maintenait des normes bien plus efficacement que n'importe quel système de contrôle qualité moderne. Les outils disponibles pour les artisans médiévaux étaient entièrement manuels, exigeant une précision remarquable de la part de l'utilisateur. Les haches à équarrir et les herminettes dégrossissaient le bois. Des ciseaux de différentes largeurs taillaient les mortaises et affinaient les surfaces. Les scies à cadres, avec leurs fines lames maintenues en tension par des cadres en bois, permettaient une coupe contrôlée. Les vilebrequins et les mèches perçaient des trous avec une précision surprenante. Les guillaumes à moulure, de simples outils de raclage profilés, découpaient des profils de moulure décorative. Tout ce travail dépendait de la force musculaire, de la coordination œil-main et d'années de pratique. L'amélioration de la métallurgie pendant la période médiévale a permis d'obtenir des tranchants d'outils plus affûtés et plus durables. Des outils plus affûtés permettaient des détails plus fins et des assemblages plus précis,
De meilleurs outils combinés à un bois correctement séché et prévisible créaient un cercle vertueux. Le bois séché exigeait des outils plus aiguisés, car un matériau plus dur émoussait rapidement les tranchants de qualité inférieure. Des outils plus aiguisés permettèrent des assemblages plus sophistiqués, car les artisans pouvaient y couper avec des tolérances plus serrées. Les capacités techniques de la fabrication de meubles médiévaux ont progressé de manière constante tout au long de la période. Pourtant, même la construction la plus fine et les techniques les plus sophistiquées n'expliqueraient pas une survie de 8 siècles sans un facteur de plus, un que les artisans médiévaux ne pouvaient pas voir mais qu'ils exploitaient inconsciemment. Caché dans le bois de cœur du chêne se trouve un système de défense chimique sophistiqué, évolué sur des millions d'années pour protéger les arbres vivants des attaques fongiques, des infections bactériennes et des infestations d'insectes. Ces mêmes composés protecteurs, concentrés dans le bois de cœur dense que les artisans médiévaux sélectionnaient, défendent les meubles finis avec une efficacité remarquable. Les tanins, en particulier les élagitanins dans le chêne, sont des composés polyphénoliques qui constituent les extractibles les plus abondants dans le bois de cœur du chêne. Ces polyphénols solubles se concentrent dans le bois de cœur tout en restant minimes dans l'aubier, ce qui explique pourquoi la sélection du bois de cœur était si critique. Les tanins servent d'agents antimicrobiens et antifongiques naturels, toxiques pour les organismes mêmes qui, autrement, décomposeraient le bois. Le mécanisme d'action est d'une efficacité brutale. Lorsque des champignons ou des bactéries rencontrent du bois saturé de tanins, les composés perturbent leurs parois cellulaires et endommagent leurs membranes plasmiques. Cela provoque une fuite du contenu intracellulaire, entraînant essentiellement la rupture et la mort des organismes attaquants. L'action défensive fonctionne sur plusieurs genres de micro-organismes, offrant une protection à large spectre contre la croissance fongique, l'infection bactérienne et de nombreuses espèces d'insectes xylophages. Des études scientifiques ont documenté l'efficacité des tanins contre les champignons de la pourriture brune, certains des décomposeurs de bois les plus agressifs. Les tanins de Vallonia et de châtaignier, qui sont particulièrement riches en élagitanins, montrent les propriétés antifongiques les plus fortes. La recherche confirme que les bois les plus durables, en particulier les plantes à fleurs comme le chêne, sont invariablement riches en tanins. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une guerre chimique menée à un niveau microscopique, les défenses évoluées de l'arbre continuant de fonctionner des siècles après que l'arbre lui-même a été abattu. Pourquoi le chêne de forêt primaire avait-il encore plus de protection que le chêne moderne? Parce qu'une croissance lente signifiait plus de temps pour déposer des extractibles. Un arbre qui a vécu 200 ans avant d'être abattu a eu 200 ans pour accumuler des concentrations de tanins dans son bois de cœur, couche après couche, cerne après cerne. Plus la croissance était lente, plus la teneur en extractibles était élevée. Le bois médiéval possédait un avantage chimique que le bois moderne à croissance rapide ne peut tout simplement pas égaler. Lorsque nous nous demandons pourquoi le mobilier médiéval survit 8 siècles, une partie de la réponse est écrite dans la structure moléculaire du bois lui-même. Les artisans médiévaux amélioraient ses défenses naturelles avec des finitions appliquées, bien que leurs choix fussent limités par les matériaux disponibles. L'huile de lin, pressée à partir de graines de lin, est devenue la finition la plus courante pour les pièces non peintes. Des preuves documentaires du XIVe siècle confirment que les charpentiers traitaient les boiseries intérieures avec de l'huile et du vernis, parfois colorés à l'ocre, pour un effet décoratif. L'huile de lin possédait des propriétés idéales pour une protection à long terme. Elle pénétrait profondément dans la structure du bois plutôt que de rester en surface. Elle créait un joint protecteur contre l'humidité sans empêcher le bois de respirer. Elle était simple à appliquer et facile à réparer lorsqu'elle était usée. Contrairement aux finitions filmogènes modernes qui finissent par peler et s'écailler, l'huile de lin pouvait être réappliquée indéfiniment sans enlever l'ancienne finition. La cire d'abeille mélangée à de l'huile créait une autre finition traditionnelle. Les recettes historiques préconisaient généralement une partie de cire d'abeille pour 4 à 8 parties d'huile, parfois avec de la résine de pin ajoutée. L'application consistait à frotter le mélange sur le bois, à le chauffer doucement avec la chaleur d'un feu ou d'un radiateur pour améliorer la pénétration, puis à le lustrer pour obtenir un éclat doux. Le composant de cire créait une barrière supplémentaire résistante à l'humidité, tandis que l'huile continuait de nourrir et de protéger le bois en dessous. Les sources documentaires primaires décrivant spécifiquement ces finitions à la cire sont rares avant le XVIIe siècle, mais l'hypothèse logique est forte étant donné que les deux ingrédients étaient couramment disponibles et leurs propriétés bien comprises.
D'autres méthodes de préservation comprenaient l'ébullition du bois dans des solutions spécifiques pour éliminer les impuretés, l'application de résines naturelles comme revêtement barrière, et dans certaines régions, l'utilisation de techniques de carbonisation. La carbonisation, la combustion contrôlée des surfaces du bois, crée des agents antiseptiques par distillation destructive. Des fouilles archéologiques ont découvert des poutres en bois carbonisé qui sont restées parfaitement saines après 1500 ans ou plus sous terre, témoignant de l'efficacité de la technique. L'effet synergique des tanins naturels et des finitions appliquées créait une protection en couche. Les tanins agissaient de l'intérieur, empoisonnant les organismes qui tentaient de coloniser le bois. Les finitions à l'huile et à la cire agissaient de l'extérieur, empêchant la pénétration de l'humidité et réduisant les conditions hospitalières requises par les champignons. De multiples barrières défendaient contre l'humidité, les champignons, les bactéries et les insectes. Mais même les meilleurs matériaux, la construction la plus sophistiquée et la protection chimique la plus efficace nécessitaient un élément de plus pour une survie de 8 siècles. Le mobilier avait besoin du bon environnement. Promenez-vous dans n'importe quelle cathédrale ou grande église qui a survécu à la Réforme et aux bouleversements ultérieurs, et vous remarquerez une constante. Le mobilier médiéval qui survit le plus souvent provient de bâtiments religieux. Stalles de chœur, coffres massifs, miséricordes, armoires d'archives, ces pièces ont perduré dans les églises, les cathédrales, les monastères et les abbayes. Cette constante n'est pas une coïncidence. Les institutions religieuses offraient des environnements de préservation presque idéaux, grâce à une combinaison d'occupation continue, d'un mandat culturel pour l'entretien et de conditions climatiques remarquablement stables. Les églises et les cathédrales offraient une protection intérieure contre les extrêmes climatiques. Pas de pluie dégradant les fibres du bois, pas de lumière directe du soleil provoquant une décomposition photochimique et un dessèchement, pas d'exposition à la neige, à la glace, au vent ou aux variations de température. Le mobilier se trouvait à l'intérieur, utilisé régulièrement mais pas brutalement, entretenu par des institutions ayant des perspectives séculaires et les ressources pour financer les réparations. La valeur sociale et culturelle accordée au mobilier ecclésiastique encourageait un traitement soigneux. Ces pièces servaient des fonctions sacrées, créées pour glorifier le divin, entretenues comme des actes de dévotion. Les exemples qui ont survécu démontrent clairement cette constante. Le plus ancien ensemble complet de miséricorde, datant du milieu du XIIIe siècle, se trouve à la cathédrale d'Exeter. La cathédrale de Rochester possède la plus ancienne suite complète de mobilier de chœur médiéval d'Europe du Nord. Coffres massifs dans les trésors d'église, armoires d'archives de bibliothèques monastiques, sièges sculptés dans les collégiales, les institutions religieuses ont préservé ce que les environnements domestiques ne pouvaient pas. Pourquoi les bâtiments religieux offraient-ils une préservation si efficace? La réponse réside en partie dans la continuité institutionnelle et les valeurs culturelles, mais plus fondamentalement dans la physique des structures massives en pierre. Les climats des cathédrales sont remarquablement stables en raison d'une propriété appelée inertie thermique. Les bâtiments massifs en pierre résistent aux changements de température. Les murs épais, les lourdes voûtes et l'énorme masse thermique créent un décalage d'1 mois entre les températures extérieures et intérieures. Lorsque la chaleur estivale atteint son pic à l'extérieur, l'intérieur de la cathédrale reste frais, reflétant encore les températures printanières. Lorsque le froid hivernal s'installe, les pierres de la cathédrale libèrent lentement la chaleur emmagasinée de l'automne. Des études de surveillance de 6 ans sur des cathédrales européennes confirment que ces conditions sont non seulement stables, mais idéales pour la préservation de l'art et du mobilier. La stabilité de l'humidité s'avère encore plus critique que la température. Les conditions extérieures varient énormément. L'humidité relative peut varier de 40% à 100% en une seule journée au gré des changements de température et de météo. À l'intérieur d'une cathédrale, la variation d'humidité n'est généralement que de 5%. Le bois se dilate et se contracte avec les changements d'humidité. Une humidité stable signifie pas de contraintes cycliques, pas de dilatation et de contraction répétées qui ouvrent progressivement des fissures et desserrent les assemblages. La plage de préservation optimale pour le mobilier en bois se situe entre 40 et 65% d'humidité relative. En dessous de 40%, le bois sèche excessivement, des fissures se forment, les assemblages se desserrent et le matériau devient cassant. Au-dessus de 75%, les conditions favorisent la croissance de moisissures, la pourriture sèche et l'infestation d'insectes.
Les cathédrales médiévales non chauffées maintiennent naturellement des conditions souvent à l'intérieur ou à proximité de cette plage idéale. Une découverte surprenante de la science de la conservation remet en question les hypothèses modernes. Des études comparant les églises chauffées et non chauffées révèlent que les églises non chauffées préservent mieux l'art et les objets en bois que les églises chauffées. Les systèmes de chauffage modernes créent des fluctuations d'humidité car l'air chaud retient plus d'humidité que l'air froid. Allumer et éteindre le chauffage génère un cycle qui accélère la détérioration. Des peintures à la détrempe du XVIIe siècle montrent une meilleure conservation dans les églises qui n'ont jamais été chauffées. Il en va de même pour l'art et le mobilier médiévaux. Parfois, la meilleure stratégie de préservation est de ne rien faire, de laisser la stabilité naturelle de l'architecture massive en pierre créer des conditions idéales, sans intervention. Les musées et les installations de conservation ont appris de la préservation des cathédrales. Les systèmes de climatisation modernes tentent d'imiter les conditions stables que les bâtiments massifs en pierre fournissent naturellement. Un contrôle précis de la température et de l'humidité protège les collections, mais les coûts d'équipement et d'énergie sont énormes. Les cathédrales médiévales obtenaient le même résultat par simple physique, la masse thermique des murs de pierre créant ce qui équivaut à un système de contrôle environnemental passif, protégé par des environnements stables, créés par des maîtres artisans. Construits à partir de matériaux supérieurs avec des techniques sophistiquées, quels types de meubles ont réellement survécu à l'épreuve des siècles? Le coffre dominait le mobilier médiéval, tant dans son usage contemporain que dans sa survie jusqu'à nos jours. Cela est tout à fait logique, étant donné la polyvalence et la construction robuste du coffre. Un seul coffre pouvait servir d'armoire de rangement, de malle de transport, de siège, de table ou de bureau selon les besoins. La construction robuste requise pour une pièce conçue pour être remplie d'objets lourds, éventuellement transportés et sur laquelle on s'asseyait, créait une durabilité naturelle. De nombreux coffres ont trouvé leur place dans les églises, stockés dans les trésors ou les sacristies, bénéficiant de la protection environnementale que nous avons évoquée. Les coffres du XIIIe siècle comptent parmi les plus anciens meubles européens existants. Le Victoria and Albert Museum abrite le coffre de phare, un exemple remarquable avec un dos décoré inhabituel. Les coffres français du XIIIe siècle présentent des rinceaux en fer forgé, élaborés sur des planches de chêne. Le Museo de Art Decorativas de Barcelone possède un exemple exceptionnel de construction ancienne. Un coffre en chêne anglais du début du XIVe siècle, cerclé de bandes de fer et daté d'environ 1340, illustre le type de coffre-fort, construit pour résister à la fois à la pourriture et au vol. Le couvent allemand d'Isenhagen conserve des coffres médiévaux en bois tendre, tandis qu'une armoire d'archives du XVe siècle de Haguenau, en France, fabriquée en sapin, montre la diffusion de la menuiserie sophistiquée à différentes essences et régions. Les premiers coffres utilisaient une construction en planches avant le développement des techniques de bâtis et panneaux. D'épaisses planches de chêne, parfois de 2 pouces ou plus, étaient assemblées avec de longues queues d'aronde ou des bandes de fer. Des charnières, des serrures et des bandes de renfort ajoutaient des composants métalliques, mais le corps restait solidement en bois. Des sculptures élaborées ou des décorations peintes ornaient les pièces de plus haut statut. Certains coffres étaient dorés pour les mécènes les plus riches, transformant des meubles fonctionnels en étalage de richesse et de goût. Socialement, le coffre était un équipement essentiel pour chaque foyer. La qualité reflétait le statut du propriétaire. La noblesse commandait des exemples élaborés avec des sculptures complexes et des ferrures en métaux précieux. Les marchands et les artisans prospères possédaient des pièces solides et bien faites, démontrant leur prospérité. Même les foyers modestes avaient besoin d'au moins un coffre pour ranger le linge et les objets de valeur. La portabilité était importante, car la noblesse se déplaçait fréquemment entre ses résidences, emportant ses meubles avec elle. Ce transport constant augmentait l'usure, mais démontrait paradoxalement la valeur accordée à ces objets. Alors que les coffres servaient des fonctions domestiques pratiques, un autre type de meuble servait des fins sacrées et offre des aperçus fascinants de la vie médiévale. Les miséricordes, du mot latin signifiant miséricorde ou compassion, sont des consoles en bois pivotantes, situées sous les sièges des stalles de chœur. Les offices religieux médiévaux exigeaient que le clergé reste debout pendant de longues périodes. Les miséricordes offraient un soulagement. Lorsque le siège était relevé, la console se projetait vers l'avant, créant une petite tablette contre laquelle la personne pouvait s'appuyer tout en semblant être debout,
Ce soutien partiel rendait possible de supporter des heures de station debout. La première mention documentée de miséricorde provient du monastère de Hirsau en Allemagne, au début du XIIe siècle. L'abbaye de Cluny en France a enregistré leur introduction en 1121. Le plus ancien ensemble complet qui a survécu date du milieu du XIIIe siècle à la cathédrale d'Exeter. Les miséricordes ont gagné en popularité dans toute l'Europe du Nord, mais étaient particulièrement appréciées en Angleterre, où presque chaque cathédrale, abbaye, prieuré et collégiale en possédait. La valeur artistique et historique des miséricordes s'étend bien au-delà de leur fonction. Les artisans sculptaient le dessous de ces sièges, les parties visibles uniquement lorsqu'ils étaient relevés, avec un détail extraordinaire. Des histoires bibliques, des leçons de morale, des scènes de la vie quotidienne et un contenu étonnamment grivois ou satirique apparaissent sur les miséricordes à travers l'Europe. Parce que ces sculptures n'étaient pas immédiatement visibles et n'étaient pas manifestement des images religieuses, elles ont souvent échappé à l'attention des iconoclastes qui détruisaient des œuvres d'art plus proéminentes. Cette protection accidentelle a préservé une fenêtre remarquable sur la vision du monde, l'humour et la vie quotidienne du Moyen Âge. Malgré de nombreuses menaces dues aux bouleversements religieux et aux accidents, de nombreux ensembles ont survécu. La cathédrale d'Exeter conserve ses miséricordes du milieu du XIIIe siècle. Des églises paroissiales de toute l'Angleterre conservent des exemples, certains transférés de monastères dissous, d'autres originaux du bâtiment. Chaque ensemble représente non seulement une réussite artistique, mais aussi une navigation réussie à travers des siècles de bouleversements religieux, de guerres, d'accidents et de changements de goût. D'autres types de meubles ont survécu en plus petit nombre. Les chaises étaient extrêmement rares dans les contextes médiévaux, symboles d'autorité plutôt que de sièges communs. Peu d'exemples ont survécu. Les tables, en particulier le type à tréteaux conçu pour la portabilité, étaient des structures temporaires assemblées en cas de besoin et démontées pour le stockage. Presque aucune n'a survécu car elles étaient utilisées intensivement et remplacées lorsqu'elles étaient cassées. Les lits combinaient du bois avec du tissu et d'autres matériaux périssables. Pratiquement aucun lit médiéval complet n'existe. Des armoires de la fin de la période médiévale ont survécu en petit nombre. Le tableau d'ensemble est résumé dans une citation qui donne à réfléchir d'historiens du meuble. Relativement peu de meubles de la période médiévale en Europe ont survécu et seule une poignée date d'avant la fin du XIIIe siècle. Cette rareté rend les pièces existantes d'autant plus remarquables. Chaque coffre, chaque stalle de cœur, chaque miséricorde sculptée a déjoué d'énormes probabilités. Quels défis le mobilier médiéval a-t-il affronté? Et quels facteurs ont déterminé quelles pièces ont survécu? Le bois est un matériau organique. Laissé sans protection, il se dégrade naturellement en quelques décennies et encore plus en quelques siècles. Les champignons, les bactéries, les insectes et la simple altération décomposent la cellulose et la lignine, retournant le matériau au sol. Chaque meuble médiéval qui survit aujourd'hui a surmonté cette vulnérabilité fondamentale, ainsi que de nombreuses menaces supplémentaires. Les quantités de production étaient limitées avant la Renaissance. Le mobilier nécessitait des matériaux coûteux et un travail long. Seuls les riches pouvaient s'offrir des pièces de qualité construites par des maîtres artisans. La plupart des gens vivaient avec des meubles rudimentaires et grossiers s'ils en avaient. Ces pièces de moindre qualité, construites sans la supervision d'une guilde, en utilisant des matériaux inférieurs et des techniques douteuses, ont complètement disparu. Ce que nous voyons aujourd'hui représente le sommet absolu de la production médiévale, le meilleur du meilleur, construit pour des mécènes fortunés qui pouvaient exiger le travail le plus fin. L'usage quotidien créait une usure constante. Le mobilier n'était pas conservé comme de l'art à l'époque médiévale. Il était utilisé intensivement et continuellement. Les coffres étaient remplis et vidés, transportés et expédiés, lâchés et cognés. Les chaises supportaient du poids pendant des décennies. Les tables portaient d'innombrables repas. Les pièces cassées étaient généralement jetées ou brûlées comme combustible, non réparées et précieusement conservées. Lorsque les styles changeaient, les vieux meubles étaient jugés démodés et remplacés. La quantité de mobilier médiéval, détruite simplement par l'usage normal et le remplacement éventuel, éclipse de loin la quantité préservée. Les catastrophes historiques ont frappé à plusieurs reprises. La Réforme a entraîné une destruction massive du mobilier ecclésiastique à travers l'Europe. En Angleterre,
La dissolution des monastères par Henri VIII dans les années 1530 et 1540 a vu des centaines de maisons religieuses dépouillées de leurs objets de valeur et fermées. Le contenu a été dispersé, vendu, détruit ou laissé à pourrir. L'iconoclasme du XVIIe siècle pendant le Commonwealth puritain a ciblé les images religieuses, endommageant ou détruisant le mobilier d'église dans toute l'Angleterre. Les artisans avaient ausculté de nombreuses stalles de chœurs et autres pièces ecclésiastiques avec un symbolisme religieux que les réformateurs puritains considéraient comme de l'idolâtrie, les marquant pour la destruction. La guerre a constamment tourmenté l'Europe médiévale et moderne. Les châteaux étaient saccagés, les églises pillées, les manoirs incendiés. Le mobilier représentait une richesse portable, prise comme butin ou détruite dans la violence. Les incendies présentaient un danger particulier. Les bâtiments en bois contenant des meubles en bois étaient extrêmement vulnérables. L'incendie de la cathédrale d'York en 1829, provoqué par un pyromane, a détruit les stalles de chœur médiévales en un seul événement catastrophique. D'innombrables incendies non documentés sur 8 siècles ont dû consumer de vastes quantités de mobilier médiéval. Les catastrophes naturelles ont ajouté à ce bilan. Inondations, tempêtes, tremblements de terre, effondrements de bâtiments, chacun a pris sa part. L'effet cumulatif à travers les siècles a été dévastateur. La portabilité qui rendait le mobilier précieux le mettait également en danger. La noblesse entretenait des maisonnées dans plusieurs résidences et déplaçait les meubles entre elles. Cela démontrait la valeur des pièces, mais augmentait l'usure, le risque de dommages pendant le transport et la probabilité de perte. Qu'est-ce qui a fait la différence entre la destruction et la survie? Plusieurs facteurs ont œuvré de concert. Les institutions religieuses ont fourni une protection cruciale. L'occupation et l'entretien continu, des environnements de stockage stables, des mandats culturels pour préserver les objets sacrés et des ressources pour les réparations ont tous contribué. Lorsqu'une église ou une cathédrale survivait au bouleversement historique, son mobilier survivait souvent aussi. La qualité initiale importait immensément. Les chefs-d'œuvre construits selon les normes des guildes pouvaient endurer un traitement brutal qui détruirait un travail de moindre qualité. Les meilleurs matériaux et techniques créaient des meubles qui valaient la peine d'être entretenus de génération en génération. Les héritages familiaux et les trésors d'église recevaient un soin que le mobilier ordinaire ne recevait pas. L'invisibilité a parfois servi de protection. Des coffres simples ont survécu lorsque des retables élaborés ont été détruits. Les miséricordes cachées sous les sièges de chœur ont échappé aux iconoclastes qui brisaient les statues visibles. Une apparence humble pouvait être plus sûre qu'une magnificence évidente pendant les périodes de trouble. Une construction robuste a fait une différence physique. Des assemblages de qualité supérieure, en particulier la technique auto-serrante du bois vert, ont créé des meubles qui se renforçaient littéralement avec l'âge. Une construction entièrement en bois signifiait pas de colle pour sceller, pas de clous pour rouiller. Les connexions mécaniques restaient solides même après un traitement brutal. Nous devons reconnaître le biais du survivant. Nous ne voyons que les meilleurs exemples, les plus protégés. Pour chaque coffre dans un musée, des milliers ont pourri dans des granges ou ont été brûlés comme bois de chauffage. Pour chaque miséricorde qui a survécu, des dizaines ou des centaines ont été détruites, endommagées au-delà de toute réparation ou perdues dans des accidents. Le mobilier qui a survécu représente le summum de l'artisanat médiéval, préservé par des circonstances heureuses en plus d'une construction supérieure. En regardant en arrière sur 8 siècles, en examinant des meubles qui ont survécu à des royaumes et à des catastrophes, quelles leçons émergent? Les artisans médiévaux construisaient en ayant la permanence à l'esprit. Ce n'était ni un espoir naïf, ni un accident. C'était une philosophie culturelle ancrée dans une vision du monde religieuse et une réalité économique. Créer des objets pour le service de Dieu signifiait construire sur l'échelle de temps éternel de Dieu, pas sur les décennies humaines. La fierté venait d'un travail qui survivrait à son créateur, de meubles qui serviraient des arrière-petits-enfants encore à naître. Cette mentalité imprégnait l'artisanat médiéval et façonnait chaque décision, de la sélection du bois à la finition. Les réalités économiques renforçaient cette pensée à long terme. Le mobilier représentait un investissement majeur, le produit d'années de travail artisanal. Un seul coffre pouvait consommer des semaines ou des mois du temps d'un maître artisan, plus le coût d'un bois soigneusement sélectionné et correctement séché. Personne ne s'attendait à ce qu'un tel investissement serve une seule génération. On s'attendait à ce que les meubles durent plusieurs vies, transmis de famille en famille ou entretenus par des institutions à travers les siècles.
La réparation et l'entretien étaient supposés. Le concept de mobilier jetable aurait semblé insensé à l'esprit médiéval. La culture des guildes imposait l'excellence par des mécanismes sociaux plus puissants que n'importe quel système de contrôle qualité moderne. La réputation d'un artisan, bâtie sur des décennies, pouvait être détruite par un travail de mauvaise qualité. La tradition du chef-d'œuvre stimulait la qualité en faisant de la démonstration de compétences une exigence publique pour l'avancement. Un mauvais travail entraînait des amendes, l'exclusion et un préjudice permanent à la réputation. La responsabilité collective pour les normes de l'artisanat signifiait que les guildes surveillaient rigoureusement leurs propres membres. Personne ne voulait que la marque de sa guilde soit associée à des produits de qualité inférieure. La transmission des connaissances se faisait par l'apprentissage plutôt que par l'instruction écrite. Les jeunes apprentis apprenaient en regardant, en imitant, en pratiquant sous supervision. Les maîtres corrigeaient donc les erreurs immédiatement. La compréhension des matériaux venait d'années de travail pratique, pas de manuel. Chaque génération absorbait les techniques de la précédente, affinait les méthodes par l'expérience et transmettait les connaissances améliorées. Cette tradition orale et incarnée préservait une compréhension qui n'a jamais été écrite, qui existait dans des mains habiles et des yeux entraînés plutôt que dans des formules et des diagrammes. Le temps servait d'allié plutôt que d'ennemi dans l'artisanat médiéval. Le séchage patient du bois prenait des années, mais les artisans acceptaient cette nécessité. La technique d'assemblage du bois vert utilisait délibérément le temps pour renforcer les joints par l'équilibrage de l'humidité. Des finitions comme l'huile de lin s'amélioraient avec l'âge en se polymérisant et en pénétrant plus profondément. L'acceptation que la qualité ne peut être précipitée imprégnait le travail. Une production rapide signifiait des résultats inférieurs. L'excellence exigeait une patience mesurée en années et en décennies. Contrastez cette mentalité médiévale avec l'obsolescence programmée moderne. Les fabricants contemporains conçoivent des produits pour qu'ils tombent en panne, pour qu'ils nécessitent un remplacement dans des délais prévus. Les meubles vendus aujourd'hui sont souvent fabriqués en agglomérés et avec des agrafes, maintenus ensemble par des adhésifs qui se détériorent en quelques années. Le modèle économique dépend d'achats répétés, pas d'une durabilité à vie. Nous avons perdu non seulement les forêts primaires qui fournissaient un bois de qualité supérieure, mais aussi le cadre culturel qui faisait que construire pour des siècles semblait rationnel plutôt que chimérique. Qu'avons-nous perdu spécifiquement ? Les forêts primaires avec leur bois vierge ont largement disparu. Les forêts que les artisans médiévaux exploitaient n'existent plus. Le bois moderne provient de plantations gérées et récoltées jeunes. L'investissement en temps est rejeté comme économiquement inefficace. Le mobilier contemporain est fabriqué en jours, pas en mois. Le système des guildes et les apprentissages traditionnels ont largement disparu. Le savoir est enseigné dans les écoles, non transmis par des années de pratique manuelle. La compréhension des matériaux est passée d'une compétence incarnée à une dépendance aux adhésifs et aux fixations mécaniques. Les traitements chimiques utilisent des conservateurs synthétiques plutôt que d'exploiter la chimie naturelle du bois. Pourtant, nous avons également acquis des connaissances importantes. La science des matériaux explique maintenant pourquoi les techniques médiévales fonctionnaient, révélant la chimie et la physique qui sous-tendent les pratiques traditionnelles. La dendrochronologie peut dater et sourcer le bois historique, nous disant où le bois a poussé, quand il a été coupé, quelles conditions l'arbre a connues. La science de la conservation fournit un contrôle climatique précis pour la préservation, protégeant les collections d'une manière que les artisans médiévaux ne pouvaient atteindre qu'accidentellement grâce à l'architecture des cathédrales. Les efforts de documentation enregistrent les techniques traditionnelles avant qu'elles ne soient entièrement perdues. Un paradoxe de durabilité émerge de la comparaison des approches médiévales et modernes. Un seul meuble médiéval a duré 800 ans, offrant 8 siècles de service. Un meuble moderne durant 20 ans nécessiterait 40 remplacements sur la même période. Quelle approche est vraiment durable ? Le coût environnemental de la fabrication et de l'élimination de 40 meubles dépasse de loin le coût de la création d'une seule pièce construite pour durer des siècles. Les artisans médiévaux, travaillant sans aucun concept moderne d'écologie, pratiquaient néanmoins une approche profondément durable, simplement en intégrant la qualité dans leur travail. Des mouvements de renouveau contemporains cherchent à récupérer les savoirs perdus. Le mouvement du mobilier artisanal construit des pièces en utilisant des assemblages traditionnels et des matériaux de qualité. La construction à ossature bois fait revivre d'anciennes méthodes de construction.
Des ateliers de menuiserie traditionnelle enseignent la technique du tenon et de la mortaise à de nouvelles générations. Les programmes de conservation des musées forment des spécialistes de la préservation historique. L'industrie du bois de récupération recherche spécifiquement le bois de forêt primaire provenant de bâtiments démolis, reconnaissant ses propriétés supérieures. Des applications modernes de techniques traditionnelles apparaissent dans des endroits inattendus. Les fabricants de meubles haut de gamme adoptent la menuiserie médiévale pour des pièces destinées à devenir des héritages. Le mouvement de la construction écologique, intéressé par les finitions non toxiques, redécouvre l'huile de lin et la cire d'abeille. Les défenseurs de la durabilité promeuvent la longévité plutôt que le jetable, faisant écho aux valeurs médiévales. Les techniques historiques inspirent le design contemporain, fusionnant la sagesse ancienne avec une nouvelle esthétique. Le savoir que possédaient les artisans médiévaux n'était pas écrit dans les livres, il existait dans la relation entre des mains habiles et des matériaux réactifs, dans le jugement développé au fil de décennies de pratique, dans le cadre culturel qui faisait que construire pour des siècles semblait naturel et juste. Une grande partie de ce savoir a été perdue. Mais en examinant les meubles qui ont survécu, en analysant les techniques qui ont créé une longévité de 8 siècles, nous pouvons reconstruire la compréhension et peut-être récupérer une sagesse dont nous avons désespérément besoin. Debout une fois de plus devant cette stalle de chœur de 700 ans dans la cathédrale de Rochester, le mystère ne semble plus si mystérieux. La longévité extraordinaire du mobilier médiéval ne provient pas d'un seul secret, mais d'une symphonie de facteurs travaillant en harmonie. Une sélection parfaite de matériaux issus de forêts primaires fournissait un bois de cœur dense saturé de tanins protecteurs. Un séchage patient sur des années créait un bois dimensionnellement stable. Des techniques d'assemblage révolutionnaires, en particulier l'ingénieuse méthode du bois vert, produisaient des joints autoserrants qui se renforçaient avec l'âge. Les défenses chimiques naturelles du chêne empoisonnaient les organismes attaquants. Des finitions appliquées comme l'huile de lin et la cire d'abeille ajoutaient une protection en couche. Des conditions environnementales stables dans les églises et les cathédrales empêchaient les cycles d'humidité destructeurs. Un artisanat de maître, imposé par les normes des guildes et des années de formation, assurait l'excellence à chaque étape. Le soin institutionnel et les valeurs culturelles assuraient un entretien continu. Retirer un seul élément et la survie devient improbable. L'interaction synergique de la science des matériaux, du génie mécanique, de la chimie, des conditions environnementales, de l'organisation sociale et des valeurs culturelles a créé des meubles capables de durer des siècles. Les artisans médiévaux ne comprenaient peut-être pas les principes scientifiques en termes modernes. Ils n'auraient pas pu expliquer la chimie des tanins ou les propriétés anisotropes du bois, mais ils comprenaient les résultats. Ils savaient ce qui fonctionnait, affinés par des générations de pratiques et d'observations. Ils s'appuyaient sur des connaissances accumulées, chaque génération améliorant la précédente. Ce n'était ni un accident, ni un mystère. C'était une approche délibérée et systématique d'un problème qu'ils prenaient au sérieux. Comment créer des objets qui serviront non seulement vous-même, mais aussi les enfants de vos enfants? Comment construire des meubles dignes de la maison de Dieu, destinés à durer jusqu'au retour du Christ? Ces questions ont façonné leur travail, et les réponses qu'ils ont développées s'avèrent sophistiquées, même selon les normes modernes. Le savoir traditionnel, rejeté comme primitif ou dépassé, contient souvent une compréhension que nous avons oubliée dans notre course à la nouveauté. En regardant en arrière depuis notre point de vue moderne, nous voyons le mobilier médiéval survivre tandis que ses équivalents contemporains étouffent nos décharges. La leçon devrait nous rendre humbles. Le progrès n'est pas toujours linéaire. Parfois, les anciennes méthodes s'avèrent supérieures. La crise de la durabilité à laquelle notre civilisation est confrontée rend l'approche médiévale soudainement pertinente à nouveau. Le changement climatique nous force à reconsidérer la culture du jetable. Les forêts qui ont mis des siècles à pousser ne peuvent être régénérées en une vie humaine, mais les techniques peuvent être réapprises, les valeurs peuvent être récupérées. Le savoir n'est pas entièrement perdu tant que les meubles survivent pour nous enseigner. Il y a aussi un élément humain à ne pas oublier. Chaque pièce qui a survécu représente un artisan individuel. Quelqu'un a sélectionné ce bois, l'a séché pendant des années, a taillé ses assemblages avec des outils à main, a appliqué cette finition avec soin. Des siècles de mains ont touché ces objets, les ont utilisés, entretenus, transmis. Les artefacts physiques créent des liens à travers le temps plus immédiat que n'importe quel document écrit.
Lorsque nous regardons le mobilier médiéval avec les yeux d'aujourd'hui, reconnaissant à la fois la compréhension sophistiquée intégrée dans sa construction et les valeurs culturelles qui ont rendu un tel artisanat possible, nous nous connectons avec les artisans médiévaux à travers 8 siècles. Les mains de l'artisan médiéval ont façonné le bois il y a 700 ans. Sa compétence, son jugement et son dévouement nous parlent directement à travers les meubles qui ont survécu. À une époque du tout jetable, où les produits sont conçus pour tomber en panne et être remplacés, nous pourrions nous demander ce que nous construisons aujourd'hui qui survivra pour enseigner aux gens de l'an 2700. Qu'apprendront nos descendants sur nous à partir des objets que nous créons? Trouveront-ils des preuves d'excellence et de durabilité, ou d'obsolescence programmée et de gaspillage? Le mobilier de la cathédrale de Rochester offre une réponse à ce qui est possible lorsqu'une culture construit pour la permanence plutôt que pour le profit, lorsque les artisans pensent en termes de siècles plutôt que de trimestres, lorsque l'excellence compte plus que l'efficacité. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de l'artisanat médiéval et de la science remarquable derrière la survie du mobilier sur 8 siècles. J'espère que vous avez découvert quelque chose de fascinant sur la façon dont nos ancêtres construisaient pour durer, et peut-être acquis une nouvelle perspective sur notre propre relation avec les objets que nous créons et dont nous nous entourons. Si vous avez apprécié ce voyage dans les ateliers médiévaux et la préservation des cathédrales, je serais ravi que vous laissiez un j'aime sur cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne intéressée par l'histoire, le travail du bois, l'artisanat traditionnel ou le design durable. Abonnez-vous pour d'autres explorations approfondies de la vie médiévale, des savoirs perdus et de la sophistication surprenante de la technologie historique. Laissez un commentaire pour partager quel aspect de la fabrication de meubles médiévaux vous a le plus surpris. Quels autres mystères médiévaux devrions-nous enquêter? Quel savoir perdu mérite d'être redécouvert? D'ici la prochaine fois, puisse le travail que vous créez aujourd'hui se révéler digne des siècles.